bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas encore vus un peu plus tôt dans l'après-midi en cours. Donc déjà, félicitations, merci d'être là, à vous toutes, à vous tous, pour ouvrir, en tout cas cette semaine, elle n'a pas vraiment ouvert, puisqu'elle a déjà un peu commencé ce matin, dans le cadre notamment du Café des Sciences qui s'est tenu ce matin à l'UFR. Mais en tout cas pour prolonger cette semaine qui aura une teneur particulière, puisque, comme M. Frenkel vous l'a indiqué, il s'agit ici d'une semaine de la science. Donc, quelques mots vraiment très rapidement pour vous resituer un peu le dispositif si vous ne le connaissiez pas. Il s'agit d'un dispositif qui a maintenant une trentaine d'années, qui a été notamment initié, porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour essayer de faire en sorte que la science et ses produits puissent faire l'objet d'une diffusion, d'une circulation qui soit la plus large possible et surtout qui déborde des seuls cercles académiques, des cercles universitaires. Avec l'idée selon laquelle la science peut participer à alimenter les réflexions du débat public, qu'il s'agisse, quand on est intéressé ici, ou sur les thématiques particulières d'intelligence, de pratiques sportives, mais sur bien d'autres sujets. Vous savez que nous sommes abreuvés de tout un ensemble d'informations. Certaines sont tout à fait valables et crédibles, tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Il me semble que la science peut participer à aiguiser le regard que vous pouvez porter sur les différents éléments de connaissance, savoir desquels vous pouvez douter plus que d'autres, puisque la question du doute, c'est aussi une question qui est absolument centrale dans la production scientifique et qui même justifie son existence. Donc la question de cette question de la diffusion des savoirs, de la circulation des savoirs scientifiques, c'est aussi une question qui nous tient à cœur. On est plusieurs ici à faire partie du même laboratoire de recherche. L'équipe s'appelle Atelier Sherpa, qui fait partie d'une unité régionale qui s'appelle l'UREPS, un laboratoire régional en STAPS. Cette équipe de recherche est attachée, très attachée, depuis sa création, sa fondation, par Williams, de ce laboratoire. Depuis sa création, je le disais donc, attachée à cette idée de la circulation des savoirs, au point d'en avoir fait, depuis 3 ou 4 ans maintenant, 5 même, l'un des deux axes majeurs du programme scientifique. C'est une question qu'on se pose entre collègues, chercheuses, chercheurs, savoir comment est-ce qu'on peut participer à cette diffusion des savoirs scientifiques. Et la manifestation à laquelle vous participez aujourd'hui, ça en fait partie. C'est l'une des fenêtres qu'on essaye d'ouvrir, l'une des portes qu'on essaie de pousser pour participer à cette diffusion et à cette circulation des savoirs. L'idée étant de rendre accessible la production scientifique au plus grand nombre, je le disais tout à l'heure, et pas seulement à un cercle d'initiés académiques, universitaires, dont on fait partie, mais dans lequel on ne souhaite pas se restreindre. Donc William Smutten, qui a offert la présentation, la conférence aujourd'hui, est professeur des universités en STAPS. Il est sociologue. Certains d'entre nous, vous ne l'avez pas encore eu en cours, pour ceux qui sont étudiants. Vous aurez ce plaisir-là au second semestre. Donc, qui est un chercheur qui a travaillé depuis maintenant une trentaine d'années, on peut le dire, sur la question des mouvements supporteristes, dans un premier temps, sur la question des violences dans les pratiques sportives, notamment dans les pratiques sportives amateurs, non plus du côté des spectateurs, mais du côté des pratiquants. C'était d'ailleurs l'objet de son habilitation à diriger des recherches, de voir comment on peut ou pas comparer ces diverses formes de violence. Et puis, depuis une dizaine d'années maintenant, il travaille notamment sur la question des effets de l'activité physique, en particulier auprès de publics présentant diverses formes de vulnérabilité ou de fragilité. C'est là aussi l'un des axes majeurs de notre laboratoire de recherche. Ce n'est pas spécifiquement de ces objets-là dont il va parler aujourd'hui, mais plutôt de ce qui fonde, ce qui oriente les manifestations dans le cadre de la Fête de la Science pendant toute cette semaine, à l'Université d'Artois, mais pas seulement, puisque c'est un dispositif national qui s'interroge notamment cette année sur la question de l'intelligence ou des intelligences. Et si j'insiste là-dessus, c'est pas seulement parce que ça figure dans le texte, mais je crois que c'est aussi parce qu'il me semble que c'est l'un des objets qui va traverser la conférence d'aujourd'hui, que de discuter des notions qui ouvrent cette fête de la science, la question de l'intelligence, la question des pratiques sportives et des liens qu'on peut faire entre intelligence et pratiques sportives. Puisque, mais ça fera peut-être l'objet des discussions, ce n'est pas nécessairement un appariement qu'on a l'habitude de faire. À mon avis, à tort, ça renvoie vraisemblablement à des modèles de légitimité culturelle qui parfois tendent à laisser penser que les sportifs seraient physiques et pas, selon la bonne vieille dichotomie corps-esprit, parce qu'ils seraient physiques, ils seraient moins intelligents. Je pense que ça pourrait faire l'objet des discussions.
Par exemple, peut-être de discuter de l'intelligence de Franck Ribéry. C'est un exemple que je prends souvent. Franck Ribéry qui est souvent moqué pour ses capacités parfois peut-être un peu aléatoires à maîtriser la langue française, mais qui produit sur les terrains de football des actions motrices qui nécessitent, à n'en pas douter, une remarquable intelligence. Merci beaucoup, Williams, pour ton intervention que nous avons écoutée avec grand plaisir et grande attention. Merci, Nicolas. Merci tout le monde d'être là. C'est très bien que vous soyez ici. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est un thème simple qu'on se pose souvent. Est-ce que sport et intelligence sont deux notions qui sont appariées? Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà que sport et intelligence sont mal appariées? Parce que c'est ce que veut dire la question qui est posée. Ça veut dire que ces deux notions sont mal assorties. C'est mal assorti. Et si j'exagère un peu, si j'étais même un petit peu provocateur, je pourrais dire qu'on pourrait même parler d'opposition entre les deux. Alors évidemment, quand on est sportif, quand on est professeur de sport, professeur d'éducation physique et sportive, journaliste sportif, journaliste de sport, un thème comme celui-là, ça peut d'une certaine façon indigner. On peut se demander, là, lui, il vient nous faire un petit peu la leçon et la provocation. Les deux ne sont pas liés, et même ils s'opposent. Or, ce n'est pas du tout mon objet aujourd'hui. Moi, je voudrais essayer de vous montrer sur quoi repose l'idée que sport et intelligence ne font pas bon ménage. Pourquoi, à mon avis, cette idée, elle traverse la société, on continue de ne pas associer les deux assez facilement. Je veux surtout présenter ce qui expliquerait qu'on peine à associer sport et intelligence. Donc, le propos va commencer par vous dresser une espèce de liste des raisons qui expliquent pourquoi on n'associe pas les deux. Et puis ensuite, je vous montrerai que dans la littérature scientifique, logiquement, on devrait trouver des preuves qui démontrent que le sport renvoie à de l'intelligence, et pour autant, en termes de niveau de preuve, on peine malgré tout à alimenter cette version des faits. Donc je vais essayer de faire comme ça. Alors bien sûr, à la fin de l'intervention, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, puis j'essaierai de répondre à tout ça. Alors, c'est un appariement contrarié parce que déjà, quand on parle d'intelligence, on la situe, Nicolas l'a dit, davantage dans le périmètre de l'esprit que dans celui du corps, ou que dans celui du corps et de l'esprit conjointement. Et ça, pourquoi? Je veux dire que rarement, il vient à l'esprit des gens de dire, par exemple, à propos de Zidane, de Ribéry, de Zinner, quel que soit le sportif, de dire quelle intelligence quand on les voit se déployer sur un terrain. Qui dit qu'est-ce qu'il est intelligent, lui? Ou qu'est-ce qu'elle est intelligente? C'est très rare. En revanche, on dira plus aisément à propos de Patrick Modiano, un écrivain, de réalisateur, de prix Nobel de physique, de prix Nobel de chimie, de prix Nobel de littérature. On dira plus facilement quelle intelligence? À quoi ça tient? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on dit plus facilement à l'égard de ces catégories-là que ces individus sont intelligents alors que pour les sportifs, on ne le dit pas? Comment ça se fait? Et même, je pense qu'ici, il y en a qui se disent ça m'est même jamais venu à l'esprit de parler comme ça d'un sportif, que c'est une personne qui a une forme d'intelligence. Alors pourquoi dans le Robert, du coup, le Robert qui est un dictionnaire, lit-on l'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre, que c'est une qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Telle est la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Pas de trace d'activité physique ici. Pourquoi lit-on que l'intelligence désigne l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle? Pas de trace d'activité physique et sportive dans cette définition du Robert. Le Robert, c'est quand même une pièce physique et culturelle qui fait autorité. Quand vous regardez la définition, ça marche, quoi, normalement. Alors c'est qu'il me semble, dès le départ, il y a comme un handicap qui pèse sur le couple sport et activité physique et intelligence, déjà parce qu'on ne les associe pas, puisque on se concentre sur une dimension cognitive de l'intelligence, reléguant d'autres dimensions de l'intelligence. L'appariement serait donc contrarié, l'association sport et intelligence serait donc contrariée, parce qu'on peine à se souvenir qu'existent d'autres formes d'intelligence. La première, c'est l'intelligence qu'on va appeler ici sociale et émotionnelle. Alors, j'associe social et émotionnel, bien que dans la littérature scientifique, il y a une frontière qui existe entre les deux, mais je ne vais pas aller dans ce détail-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence sociale et émotionnelle? C'est une forme de concept qui désignerait des capacités
permettant d'identifier avec précision les comportements et les humeurs des autres personnes qu'on rencontre. C'est-à-dire que si vous êtes socialement intelligent, eh bien, selon les travaux d'Herbert Marlov ou de Silvera et collaborateurs, je donnerai les références bibliographiques exactes si vous le souhaitez, hein. Là, ce sont 2 revues anglo-saxonnes, eh bien, on dit ça, on dit de quelqu'un qu'il est socialement intelligent, s'il arrive à repérer, identifier, percevoir les comportements, les ressentiments des autres quand on est en interaction. C'est-à-dire que si moi, là, je suis socialement intelligent, en vous regardant, en observant les signes verbaux et non verbaux que vous me renvoyez, vos regards, votre posture physique, je peux vous situer dans l'interaction qui existe ici. Et quelqu'un qui serait dénué socialement d'intelligence, eh bien, il serait incapable, en vous regardant, de percevoir quelque information que ce soit. Ensuite, dans une version un petit peu plus psychologique, émotionnelle de l'intelligence, eh bien, c'est un concept qui renvoie des capacités à percevoir, saisir, réguler, exprimer ses propres émotions, en plus de celles des autres. Donc là, c'est totalement différent. Et ça renvoie aux travaux de Daniel Goleman, un psychosociologue américain, on dira aussi un spécialiste de psychologie sociale. Et puis, il y a une autre forme d'intelligence qui renvoie au fait que ce dont on parle depuis le début est assez exclusif quand on ne parle que de l'intelligence cognitive, c'est l'intelligence corporelle. On parle aussi d'intelligence du mouvement, on parle aussi d'intelligence kinesthésique. Ben ça, c'est un concept qui désigne, entre autres, hein, et pour aller vite, des capacités à utiliser et contrôler ses mouvements pour réaliser une activité physique, mais on parle aussi d'intelligence corporelle pour dire que le corps, il est capable de manifester des émotions, une idée. C'est-à-dire que je vais utiliser mon corps sans parler pour faire passer quelque chose. Et là, si je dis ça, normalement, ça doit déclencher chez vous, par exemple, un certain nombre de représentations. Disons qu'une danseuse, un danseur serait, du point de vue de cette dimension-là de l'intelligence corporelle, mieux doté que d'autres pour faire passer un message, une émotion, une idée. Eh bien, ces intelligences sont évidemment assorties d'habileté et renvoient au caractère multidimensionnel de l'intelligence. Et ça, cette dimension multidimensionnelle, si je puis dire, de l'intelligence, ça fait référence aux travaux d'Howard Gardner, qui a travaillé sur les états d'esprit, et qui dit que plus vous avez de considération plurielle de l'intelligence, plus vous avez une vision entière et complexe de l'individu, mais plus finalement vous portez un regard juste et critique sur les manifestations de l'intelligence d'un individu. Or, et c'est la première raison qui explique que l'appariement entre sport et intelligence, c'est une association qui est contrariée, dans la majeure partie des cas, j'ai envie de dire dans le sens commun, eh bien on en reste à une définition assez exclusive de l'intelligence. Une définition qui est appuyée sur une culture cultivée, c'est-à-dire une intelligence qui renvoie à des capacités cognitives, et pas sociales, et pas émotionnelles, et pas corporelles, pas kinesthésiques. C'est la première raison pour laquelle, de mon point de vue, on n'associe pas facilement, naturellement, mécaniquement, le sport, l'activité physique avec l'intelligence. C'est la première raison. Deuxième raison. Le fait est qu'aujourd'hui, il viendra à l'idée de personne de douter que l'appariement entre sport et bienfaits physiologiques et sanitaires est une réalité. Je vais le dire autrement. Beaucoup aujourd'hui associent facilement, je vais utiliser ces adverbes-là pour revenir à ce que je disais précédemment, beaucoup associent naturellement, mécaniquement, le fait de faire de l'activité physique, le fait de faire du sport, avec des avantages physiologiques. C'est un fait, ça a été largement documenté dans la littérature depuis des dizaines d'années, au point que de nombreuses politiques publiques de santé promeuvent l'activité physique justement à des fins d'amélioration des capacités physiques des individus et d'amélioration de la santé des individus. C'est un fait, c'est bien établi. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples. Si par exemple, je m'appuie sur les travaux de Emma Guillet-Descas, qu'on connaît dans le laboratoire parce qu'elle co-encadre une thèse,
ou ceux de Sandrine Izoard-Gother, on sait qu'un surentraînement, une suractivité physique et sportive, ça produit des effets inverses. Par exemple, ça peut produire une espèce de burn-out mental. Donc il y a des contre-exemples au fait que pratiquer de l'activité physique, ça vient un petit peu perturber votre équilibre sanitaire. Ça vient un petit peu éroder, fragiliser votre santé. Mais si je mets de côté ce contre-exemple, il est acquis aujourd'hui que, et l'Organisation mondiale de la santé ne dit pas le contraire, plus vous pratiquez, sous certaines conditions, plus ça va avoir des effets positifs sur votre santé. Le fait est que, et je pense que personne ne va me démentir ici, le fait que j'associe facilement, aisément, bienfaits physiques et d'une certaine façon aussi mentaux à l'activité physique, ça va reléguer un petit peu les autres bienfaits de cette activité physique. Sous-entendu, à cause d'un effet ou à cause du résultat d'un biais d'attention ou à cause de l'effet de ce qu'on appelle la simple exposition, eh bien, plus on va dire que l'activité physique a des bienfaits physiologiques, moins on va se souvenir, moins on va avoir en tête que l'activité physique a aussi et produit aussi des effets cognitifs. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le biais d'attention ou le résultat du simple effet d'exposition. Si vous voulez, on y reviendra après. Donc ça, c'est la deuxième raison qui fait que ça vient un petit peu contrarier l'appariement entre sport et intelligence. Et là, c'est peut-être un petit peu paradoxal parce qu'en fait, on a du mal à associer sport et intelligence parce qu'on se focalise sur un autre effet de l'activité sportive. Vous aurez remarqué que depuis le début, je ne fais pas trop la distinction entre activité physique et sportive parce que ça compliquerait mon propos. Si j'ai le temps, j'en parlerai en conclusion. Mais là, je continue d'avancer. Est-ce que jusqu'ici, tout est à peu près clair? Oui, je continue. La troisième raison qui explique que l'appariement entre sport et intelligence est contrarié, ça renvoie à la manière avec laquelle on qualifie les cultures sportives. Le sport et les activités physiques ont longtemps souffert et continuent de souffrir d'une définition cultivée de la culture, définition qui, bien entendu, associe la pratique d'une culture cultivée à une autonomie pour celui qui la pratique, à un raisonnement et à une intelligence. Pour le dire d'une autre manière, plus vous pratiquez une activité culturelle cultivée, je vais prendre un exemple, la lecture, et si possible la lecture d'une littérature respectable, eh bien plus vous allez développer chez vous de l'autonomie, la capacité de choisir, la capacité de raisonnement, et finalement vous allez développer votre intelligence. Moi je pense, avec d'autres, que les cultures sportives, le fait de pratiquer, l'effet de pratiquer, ou le fait de regarder du spectacle sportif, ça ne fait pas partie de la culture cultivée. Et du coup, eh bien, ça va souffrir d'une version cultivée de la culture. Si je m'en tiens par exemple à un registre tout à fait personnel, à l'une des dimensions de mon registre personnel, j'ai déjà observé qu'il y a par exemple des universitaires qui sont spécialisés dans le sport, qui refusent qu'on les associe au fait qu'ils travaillent sur le sport. Ils vont rechigner à se présenter comme des spécialistes des sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'ai envie de dire, ils viennent manger la soupe, mais ils vont la manger dans l'arrière-cuisine. Ils ne vont pas afficher qu'ils travaillent là-dessus. Et pourquoi ils ne vont pas le faire? Parce que, comme il y a une hiérarchie des chercheurs, des laboratoires de recherche, des formes de recherche, et ça fait référence à un article de Terry Shinn dans Actes de la recherche en sciences sociales, il y a aussi une hiérarchie des objets de recherche. Et le sport ne ferait pas partie des objets de recherche les mieux classés dans les niveaux d'évaluation qu'on fait à l'égard des objets de recherche. Pour le dire d'une façon simple, on a peut-être plus de dignité à travailler sur ou à développer des recherches contre le cancer qu'à travailler sur les pratiques sportives, les supporters de football. Vous comprenez cette idée d'hiérarchie. Mais on pourrait décliner pareil propos avec d'autres secteurs sociaux dans le monde et dire que dans les municipalités, le responsable du service des sports est peut-être moins bien considéré que le responsable du secteur de l'emploi ou de la petite enfance. On pourrait aussi changer de secteur social
Regardez dans les familles qui auraient des enfants qui seraient scolarisés dans le secondaire, et on verrait que dans les interactions entre les parents et les enfants, surtout dans les catégories sociales les plus favorisées, il y aurait comme une hiérarchie des disciplines scolaires. On considère mieux les mathématiques et le français que l'on ne considère l'éducation physique et sportive. Peut-être. On pourrait aussi décliner ça dans le monde de l'art. Et dire que dans l'art, la représentation ou le travail sur les activités physiques et sportives, il est vraiment déclassé par rapport à d'autres représentations picturales. Alors, bien sûr, il y a des peintures, des œuvres de David Hockney, que vous connaissez peut-être ou pas. C'est quelqu'un qui a vendu une toile d'un type qui plonge dans une piscine. Cette toile a été vendue environ 30 millions d'euros. Mais ce n'est pas vraiment une toile sur la natation ou sur les activités aquatiques ou sur l'activité physique en milieu aquatique. C'est plutôt une toile sur la présence-absence. Parce qu'en fait, on voit juste les éclaboussures du plongeon. On voit rien. On ne voit pas le plongeur. Donc, moi, je me dis que même dans l'art, et là, j'ai pris l'exemple de la peinture, mais je pourrais prendre l'exemple du cinéma, l'activité physique et l'activité sportive ne sont pas des objets qui sont dignement représentés. Et ça rejoint cette idée que ce n'est pas une culture qui est très cultivée, la culture sportive. C'est même une culture qui est plutôt, je vais exagérer un petit peu, relativement déclassée. Pas de mon point de vue, certainement pas du point de vue de mes collègues, mais globalement, si je puis dire. J'essaye de me faire comprendre. Alors, bien sûr, les illustrations que je donne, elles sont un petit peu discutables. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être un petit peu étayer mon propos par quelque chose d'un petit peu plus stabilisé, d'un petit peu plus solide. Pour ça, je vais utiliser les références de Paul Yonnet, qui est un auteur, pas forcément très connu. Il a publié un ouvrage qui s'appelle « Jeux, mode et masse ». Je vais utiliser aussi une référence à Jean Baudrillard, dans un ouvrage qui s'appelle « La société de consommation ». Et puis, Edgar Morin, là, ce qui pourrait être intéressant pour vous, ce serait de lire l'article d'Edgar Morin dans l'Encyclopédie Universalis sur la culture de masse. Alors, Edgar Morin, il a écrit un livre sur la culture de masse qui est beaucoup plus intéressant, mais qui demande beaucoup plus de temps que la lecture de l'Encyclopédie Universalis, c'est l'esprit du temps. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais essayer de faire court pour me faire comprendre. Ces auteurs disent en fait que il y a une massification de la culture dans la plupart des sociétés occidentales. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la massification de la culture? Et en quoi ça concerne le sport ici? Quand on parle d'une culture massifiée, on veut l'opposer à la culture de quelques-uns. Quand on parle d'une culture de masse, on veut dire que c'est une culture qui est largement partagée, qu'elle est pratiquée par beaucoup de personnes. Ici, la masse s'oppose à l'élite, à quelques-uns. Ici, la masse, elle s'oppose à quelques-uns qui pratiquent donc des choses qui seraient plus raffinées, à quelque chose qui serait plus intelligent. Je vais le dire autrement. Si une culture est pratiquée par beaucoup de gens, c'est qu'elle n'est pas si intelligente qu'une culture qui serait pratiquée par peu de gens. Et en l'occurrence, des gens qui seraient plus diplômés que la masse. Je fais des raccourcis, vous m'excuserez, c'est pour me faire comprendre. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la culture de masse, c'est une culture qui indifférencie les gens, qui globalise, qui homogénéise les gens. C'est même une culture qui désubstantialise l'objet de la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans une culture de masse et qu'on consomme quelque chose, ce quelque chose n'a finalement pas beaucoup de valeur. La culture de masse, l'exemple typique, c'est regarder la télévision. Mais un autre exemple de culture de masse, c'est la pratique sportive. Parce qu'elle est pratiquée par énormément de personnes. En France, plus de 10 millions de personnes selon certaines statistiques. On peut même aller bien au-delà de 10 millions de personnes si on s'amuse à considérer qu'un pratiquant, c'est quelqu'un qui pratique une fois par mois, une fois par an. C'est vraiment une pratique qui est très répandue. Et si on s'appuie sur ce dont je viens de vous parler avec les auteurs tels que Paul Yonnet, Baudrillard ou bien Edgar Morin, eh bien, on comprend quelque chose. Toutes les critiques qui sont adressées à la culture de masse, on peut les adresser à la pratique sportive, et même à la pratique du spectacle sportif. C'est pas une culture légitime. C'est une culture dans laquelle les individus se laissent guider. C'est une culture dans laquelle les gens se perdent, se laissent guider, sont aliénés. C'est une culture dans laquelle les gens
n'apprendraient rien. Et pire même, désapprennent. Désapprennent. Et c'est là qu'on commence à toucher quelque chose qui est au centre du thème d'aujourd'hui. Quand on dit de quelque chose qu'il est mal appareillé avec l'intelligence, on veut dire que c'est quelque chose dans lequel, quand on le pratique, eh bien, on n'apprend pas grand-chose. Et là, vous comprenez les liens qu'il y a entre toutes les raisons dont je vous parle depuis le début. Plus je vais être sur une définition de la culture légitime, plus je vais m'éloigner des atouts que l'on associe à la culture légitime, et plus je vais considérer que la culture de masse, c'est quelque chose qui ne vous apprend rien. Et malheureusement, la pratique sportive, ou la pratique du spectacle sportif, c'est quelque chose qui fait partie de la culture de masse. Alors, sachez que les références dont je vous ai parlé, à part Paul Lyonnais, sont des références qui ne font pas du sport un bon exemple dans leurs travaux. Par contre, il y a toute une littérature qui est spécialisée dans le sport et qui ne parle que de sport et qui démontre que pratiquer du sport ou regarder du sport, c'est vraiment une culture de masse qui rend les gens proches de meutes animales. Et là, ça fait référence aux travaux de ce que l'on appelle la théorie freudo-marxiste, avec en particulier en France Jean-Marie Brom, qui était lui-même pratiquant de sport. Je ne sais pas s'il était enseignant d'éducation physique, je ne me souviens plus, mais pourtant, c'est quelqu'un qui, en même temps qu'il pratiquait et regardait, dénonçait vraiment ceux qui pratiquaient en leur disant « Plus tu vas pratiquer, plus tu vas regarder du sport, moins tu vas apprendre et plus tu vas même désapprendre. » Vous comprenez bien que dans cette version des faits, on a du mal à apparier sport et intelligence. C'est même plutôt un peu le contraire. Bref, tout ce qui est culture de masse n'est pas culture cultivée. C'est une culture de supermarché, c'est une culture des masses médias, et ceux qui la pratiquent sont des agents passifs. Des gens qui ne sont pas sur le chemin de l'autonomie, ne sont pas des sujets réflexifs, ne sont pas des sujets intelligents. Au contraire. Donc ça, c'était la troisième raison qui expliquait pourquoi finalement on a un appariement sport et intelligence qui est un appariement contrarié, pour ne pas dire très contestable. Alors, il y a une autre raison dont je vais parler rapidement, parce que là, ça défile sûrement, je n'ai pas de montre mais c'est pas grave, qui ne tient pas seulement au fait que la culture sportive c'est une culture de masse, c'est que dans une société comme la nôtre, qui est largement fondée sur la chrétienté, c'est pas que le catholicisme, hein, mais vous voyez ce que je veux dire quand je parle de chrétienté. Et ce, depuis des siècles et des siècles, eh bien, notre société occidentale est largement fondée sur la chrétienté, et cette chrétienté, elle nous a éduqués, depuis des générations, à bien séparer le corps et l'esprit. J'irai même plus loin. Si je m'appuie sur Marc-Alain Descamps dans un ouvrage qui est oublié aujourd'hui, qui s'intitule « Ce corps haï et adoré », c'est pas quelque chose qu'on lit maintenant en première année, c'est même plus quelque chose qu'on lit tout court. Eh bien, l'auteur fait la démonstration que dans une société comme la nôtre, on a éduqué des générations de notre société à même repousser le corps et à le déclasser par rapport à l'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on n'annule pas le corps. On va associer toutes les qualités qui sont associées aux habiletés corporelles, on va les déclasser par rapport aux habiletés spirituelles. Et ça, c'est ancré, hein, depuis des siècles. Depuis des siècles. Alors, pour s'en convaincre, on pourrait s'appuyer sur des travaux d'historiens, dont Stanislas vous parlerait bien mieux que moi. Moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais lu Le temps des cathédrales de Georges Duby, c'est la manière avec laquelle il explique qu'au haut Moyen-Âge, et pendant encore des siècles, on ne représentait pas corporellement les gens. On ne représentait pas le visage des anonymes. Lorsque l'on représentait le visage, c'était tout de suite représenter corporellement des gens très importants, très dignes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va chercher là? Imaginez si pendant des siècles, on ne reproduit pas, on ne représente pas le corps de tout un chacun.
Ben, ça veut dire qu'on lui a confisqué son corps. Et si à côté de ça, vous ajoutez les variables dont je vous ai parlé précédemment, ben vous commencez à comprendre pourquoi petit à petit, on a quand même du mal à associer la pratique sportive, la pratique physique à quelque chose qui est spirituel, dans sa définition exclusive, qui est l'intelligence. Alors, ça c'est l'entrée en matière. Mais ce serait déjà pas mal de retenir tout ça. J'en ferai synthèse à la fin. Là, je voudrais vous dire que jusqu'à présent, j'ai tourné autour de la définition de l'intelligence telle qu'on l'aperçoit quand même globalement, avec laquelle je ne suis pas tellement d'accord et à laquelle je ne souscris pas, qui est une définition un petit peu trop centrée sur les aspects cognitifs. Et donc là, il y a moyen de discuter. C'est ce que je fais depuis le début. Mais même si je me concentre sur les profits cognitifs de l'activité physique, plutôt que sur les profits cognitifs du spectacle sportif, parce que là, pour le coup, dans la littérature, c'est assez peu documenté, ben vous allez voir qu'il y a un certain nombre de preuves scientifiques qui montrent que pratiquer de l'activité physique, ça n'apporte pas les bienfaits cognitifs tels qu'on veut bien nous les présenter. Donc là, ça va être un petit peu paradoxal, mais je vais avancer. Pour commencer, je vais m'appuyer sur une définition, donc qui est celle à laquelle on pense souvent, de l'intelligence. J'aurais pu commencer par là, mais j'ai souhaité inverser. Qui est la définition de Stanislas Dehaene. Donc Stanislas Dehaene, pour aller vite, c'est quelqu'un qui a écrit de très nombreux articles scientifiques, c'est un spécialiste du cerveau, mais il a écrit avec un spécialiste de l'intelligence artificielle, un ouvrage de vulgarisation qui s'appelle « La plus belle histoire de l'intelligence ». Ça a été publié dans une maison d'édition qui a vocation à vulgariser les choses, pour dire les choses simplement, c'est chez Robert Laffont. Stanislas Dehaene, c'est un professeur au Collège de France. Le Collège de France, c'est une institution remarquable. On n'y est pas par hasard. Certains appellent ça même le temple du savoir et de la connaissance, et d'autres appellent ça le temple de l'intelligence. Ce serait bien de pouvoir emmener des étudiants au Collège de France pour qu'ils assistent à des conférences d'historiens, de sociologues, de mathématiciens, si ça les chante. Tiens, comme par hasard, au Collège de France, il n'y a pas de professeur d'éducation physique. Il n'y a pas de spécialiste de l'activité physique et sportive. Comment ça se fait? Je pense que vous pourriez commencer à répondre avec ce que je vous ai raconté depuis le début. C'est pas paradoxal par rapport à ce que je dis. C'est normal. Pas de mon point de vue, hein, mais du point de vue de ce qui est raconté depuis le début. En tout cas, Dehaene dit « L'intelligence, qu'est-ce que c'est ?» Quelqu'un d'intelligent, je cite, c'est celui qui détient la faculté de s'adapter à son milieu grâce à la représentation qu'il se construit du monde qui l'environne. Et ça passe par 4 piliers, sans lesquels, disons, on ne peut pas se représenter ce qui nous entoure et on ne peut pas s'y adapter. Il peut faire plus compliqué comme définition, ce mec. Hein. Là, c'est pas mal déjà comme définition. Alors c'est sûr, quand on le dit comme ça et qu'on écoute, on est déjà un peu perdu. Mais globalement, c'est un mec intelligent, une nana intelligente, c'est quelqu'un qui sait mobiliser un certain nombre de ressources pour comprendre ce qu'il y a autour de lui, autour directement, autour plus loin, et puis qui, en fonction de ses capacités à comprendre ce qui l'entoure, sait s'adapter à ce monde. Quelqu'un d'intelligent, c'est ça. Vous voyez la définition ? Je pense que là, tout le monde comprend. Ces 4 piliers, c'est quoi? C'est l'attention, être attentif. C'est l'engagement actif. L'engagement actif, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous êtes dans une situation, vous pouvez mobiliser des ressources cognitives qui sont liées à l'apprentissage que vous visez. Mais c'est aussi, 3e pilier, ce que l'on appelle le retour sur erreur. Qu'est-ce que c'est le retour sur erreur? Je fais la traduction quand même de Dehaene, parce que c'est pas facile d'accès. Bien, dans votre cerveau, dans votre esprit, vous utilisez des modèles, des matrices, des outils, pour le dire autrement,
qui vous permettent de générer des prédictions sur le monde qui vous entoure. Et si cette prédiction, quand il vous arrive quelque chose, elle s'avère injuste, il y a un signal d'erreur qui remonte dans votre cerveau et qui, normalement, construit une espèce d'adaptation, comme une forme de rétroaction qui vous permet de corriger votre modèle initial qui était erroné. Et ça, dit Dehaene, la rétroaction, c'est fondamental pour l'apprentissage. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas ce qu'il faut là-dedans, pour comprendre que ce que vous pensiez au début n'est pas adapté à la situation dans laquelle vous vous trouvez, et que vous ne pouvez pas vous adapter d'un point de vue cognitif, vous allez tout le temps répéter la même erreur. Vous ne pouvez pas montrer que d'un point de vue cognitif, vous êtes en capacité de corriger vos modèles. C'est fondamental pour l'apprentissage. Soit dit en passant, normalement, un enseignant qui a dans ses objectifs l'idée de vous apprendre quelque chose, notamment les profs de PS qui vous font des cours, mais pas que. Ils savent et ils vous ont déjà parlé de techniques qui vous permettent, sans que ce soit dans votre esprit ou dans votre corps, d'être projeté dans l'erreur de votre modèle d'interprétation initiale pour le corriger. Ils vous accompagnent. Et de mon point de vue, la didactique, ça sert à ça. Peut-être que ça fait écho déjà à certaines choses dans ce que vous avez vécu à l'université, mais même au lycée. Je ferme la parenthèse. Et le dernier pilier de cette intelligence, nous dit Dehaene, c'est la consolidation. La consolidation, qu'est-ce que c'est? C'est l'effort, ou c'est l'automatisation des ressources cognitives que vous allez utiliser pour libérer d'autres ressources cognitives pour vous adapter à l'environnement. Plus cette consolidation est forte, plus il y a une automatisation de l'utilisation des ressources cognitives. Et, disent Dehaene et Lequin dans une certaine mesure, plus vous êtes en capacité d'utiliser les 4 leviers, finalement c'est ça que ça veut dire, plus vous êtes quelqu'un, entre guillemets, d'intelligent d'un point de vue cognitif. D'un point de vue cognitif. Je continue de le dire. Moi, je pense aussi que l'intelligence, c'est pas que quelque chose de cognitif. Mais là, je viens travailler sur les principales critiques qui sont adressées à l'activité physique, qui serait censée être quelque chose qui ne fabrique pas d'habileté cognitive. Là, j'ai défini ce que ça voulait dire. Et là, on commence à rentrer dans ce qu'il y a de plus dur dans mon intervention. Mais je vais essayer d'aller vite. Je ne sais pas quelle heure il est. Encore 10 minutes. Non, mais on va s'adapter. Sinon on va penser que je suis quelqu'un d'un peu con, quoi. Alors, dans la littérature scientifique, il y a beaucoup de preuves, beaucoup d'articles, vraiment énormément d'articles, des centaines, voire même des milliers, qui parlent des bénéfices physiologiques de l'activité physique. Ça, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas tellement lié à ce que je viens de dire sur les profits cognitifs. Et bien sur les profits cognitifs, il y en a aussi énormément. Et pris isolément, beaucoup concluent que pratiquer une activité physique régulière, ça fabrique des habiletés cognitives. Ça fabrique et ça influence positivement les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, vous savez, moi je ne suis pas professeur de psychologie, mais vous les connaissez, c'est la mémoire de travail, c'est la capacité de planifier des choses, c'est la résolution de problèmes, c'est la capacité d'organisation, enfin il y en a un certain nombre, certains les classent en 5 catégories, d'autres en 10, bon moi je ne suis pas spécialiste de la question. Et il se trouve qu'il y a des chercheurs, Syria et collaborateurs, dans une revue qui s'appelle Nature, une section de Nature, et ces auteurs ont publié un article qui s'appuie sur tous les articles qui ont été produits jusqu'à présent et qui concernent les liens entre l'activité physique et les bénéfices cognitifs. Ils ont tout lu, ils ont tout travaillé.
Ils sont nombreux. Et ils ont réalisé un travail à partir de 24 méta-analyses. Des méta-analyses, ce sont déjà, je vais le dire simplement, des synthèses d'articles scientifiques qui portent sur un objet précis. Lorsque, dans certaines disciplines plus que dans d'autres, vous réalisez une recherche scientifique, vous êtes obligé, sur le thème qui vous intéresse, de lire tout ce qui a été fait dessus. C'est logique. Vous tenez compte des acquis de la science. Je pense que c'est intéressant de parler de ça dans le cadre de la fête de la science. C'est ce qui fait que lorsque vous allez dire quelque chose, ce n'est pas une croyance que vous dites, ce n'est pas une opinion. C'est le résultat de tout un processus scientifique. Et le démarrage, si je puis dire, bon, on pourrait discuter, le démarrage quand vous travaillez sur un sujet, c'est de lire tout ce qui a été fait dessus. Ben, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont travaillé à partir de 24 méta-analyses. C'est comme s'ils avaient fait la méta-analyse de 24 méta-analyses. À partir de plus de 110 études portant sur plus de 10 000 participants, dont l'objectif est précisément de nous dire si l'activité physique régulière produit des bienfaits cognitifs. Et là, c'est intéressant pour conclure. Il conclut, je vais vite, il conclut que finalement, le niveau de preuve scientifique, il n'est pas très convaincant dans ces méta-analyses. C'est-à-dire que, prise séparément, les articles montrent qu'il y a des effets cognitifs sur la mémoire de travail, sur l'attention. Plus tu vas pratiquer d'activité physique, plus tu vas optimiser ta mémoire de travail, plus tu vas développer ton attention, etc., etc. Je vous la fais courte. Hein. Bref, si je m'appuie sur la définition de Dehaene, plus tu pratiques d'activité physique, plus tu vas être intelligent. Ce n'est pas la chose à laquelle on pense premièrement, hein, comme je l'ai dit au démarrage de l'intervention. C'est plutôt au profit physique qu'on pense. Et pourtant, il y a toute une littérature sur les profits cognitifs. Hein. Je ferme la parenthèse. C'était un petit peu de la rétroaction, hein, si je puis me permettre. Et là, il conclut à ça. Mais comment ça se fait qu'il conclut à ça? Ben, en fait, ils ont voulu montrer que des gens qui se présentent comme des scientifiques qui ont bien travaillé l'objet des profits cognitifs de l'activité physique ont commis un certain nombre d'erreurs. Des erreurs dans la construction de leur protocole. Ils n'ont pas suffisamment intégré des biais de confusion. Ils n'ont pas suffisamment travaillé, eh bien, ce que l'on appelle la constitution de leurs essais contrôlés randomisés. Là, je voudrais pouvoir développer ce que sont des essais contrôlés randomisés, mais je vais aller vite. Et vous m'excuserez si je fais un raccourci. Dans un secteur comme le monde médical, et si je m'appuie sur le guide méthodologique, méthode quantitative pour évaluer les interventions visant à améliorer les pratiques, haute autorité de santé, on sait, mais là je la fais très courte, parce que j'ai plus beaucoup de temps, on sait que quand vous voulez démontrer, par exemple, un dispositif médical, lorsque vous voulez démontrer l'efficacité d'un médicament, vous avez plusieurs techniques pour démontrer cette efficacité. Vous pouvez, par exemple, prendre un médecin qui va utiliser avec un groupe de malades ce médicament ou cette molécule, et avec un autre, ne pas l'utiliser. Et vous constatez les résultats, et vous démontrez que bien, dans le groupe témoin, il y a des profits, et dans l'autre, il n'y a pas de profit. Mais là, se pose quand même une petite question, c'est un petit peu bizarre, c'est le même médecin qui a fait la manipulation, et dans un cas, il utilise un dispositif thérapeutique, dans l'autre, il ne l'utilise pas. Comment, avec le groupe de malades avec qui il n'était pas prétendument disposé à utiliser le dispositif thérapeutique, il a pu totalement en faire abstraction. En fait, il en a quand même fait usage, donc il y a un biais ici. Du coup, on va utiliser la méthode des ECR, des essais contrôlés randomisés, individuels ou collectifs, longitudinaux, non longitudinaux. Là, je vais vite. C'est juste pour dire, lorsque l'on produit un savoir scientifique, dans le domaine quantitatif, mais qualitatif aussi, ce qui est très important quand on émet des résultats, c'est de montrer comment on a produit ces résultats. Et il se trouve là que Syria et collaborateurs ont montré à partir de leur méta-analyse, des 24 méta-analyses, que bien souvent, ceux qui ont travaillé sur les bienfaits cognitifs de l'activité physique et sportive,
eh bien, n'ont pas tenu compte suffisamment d'un certain nombre de variables. Par exemple, la manière avec laquelle on a mis en place les programmes d'activité physique. C'est difficile aussi de faire des méta-analyses et de mélanger des programmes d'activité physique qui sont courts, 2 semaines, avec d'autres qui sont beaucoup plus longs. Le seul point commun entre tous ces dispositifs, c'est qu'ils s'adressent à des personnes saines. Mais s'ils n'ont pas tenu compte de toutes ces variables qui comptent quand même, combien de temps a duré le programme d'activité physique? Qui a mis en place le programme d'activité physique? Quelle est la fréquence et l'intensité d'activité physique? Si on ne tient pas compte de ça dans la production des méta-analyses, comment on peut en conclure que ça a des effets positifs sur les habiletés cognitives des gens? Ce que je veux dire par là, c'est que si on a du mal aussi à apparier sport et intelligence, même quand on observe et quand on ne tient compte que d'une définition stricto sensu, axée sur les aspects cognitifs, et qu'on s'appuie sur une littérature qui montre un certain nombre de faiblesses, on ne dispose pas d'un argument de poids pour dire, scientifiquement, on devrait apparier activité sportive et intelligence, puisque des spécialistes qui ont travaillé sur les acquis de la littérature scientifique montrent qu'il y a des biais de confusion et que les résultats ne sont pas suffisamment solides. Je termine. J'essaye. Au final, on peut penser que le caractère contrarié de l'appariement sport et intelligence ne plaide pas tellement en faveur de la pratique sportive ou de la pratique physique. Ou plutôt qu'il est dommage qu'on continue de ne pas davantage, mécaniquement, associer le sport et l'intelligence. Pourquoi ? Bien entendu, et c'est documenté, il y a beaucoup de travaux de recherche avec des niveaux de preuve qui sont élevés, qui fabriquent une représentation sociale positive du sport et de l'activité physique. Et donc qui concourent à sa popularité, à son audience, à sa pratique. C'est quoi ces niveaux de preuve très élevés? C'est des niveaux de preuve très élevés sur plus tu pratiques, plus ça va te tenir en bonne santé. Et il y a même des niveaux de preuve sur si tu pratiques trop, c'est le surentraînement dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va produire l'effet inverse. Et c'est très bien qu'il y ait ça. C'est très bien parce que ça oriente les politiques publiques, ça pousse un certain nombre de gens à pratiquer davantage, ça pousse des métiers à se développer, des gens à s'installer dans des formations pour devenir des éducateurs physiques et des éducateurs sportifs, pour faire en sorte que les gens pratiquent de plus en plus. Et pourtant, la sédentarité progresse. L'inactivité physique progresse, en dépit de ses acquis. Et c'est pour ça que je dis que c'est dommage, vraiment, qu'il y ait cet appariement contrarié du sport et de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que s'il n'était pas contrarié, on pourrait, si je puis dire, ajouter aux bienfaits physiologiques et mentaux de l'activité physique et sportive des bienfaits du point de vue de l'intelligence. Ça rajouterait un argument en faveur de « il est bon de pratiquer de l'activité physique et sportive ». Mais pour ça, il faut déjà que les scientifiques eux-mêmes construisent des protocoles qui montrent, sous conditions précisées, que l'activité physique régulière produit des bienfaits cognitifs. Et à ce moment-là, on serait davantage tenu de les croire et d'être d'accord avec eux et de pouvoir, nous qui sommes des défenseurs de l'activité physique, pouvoir dire à tout le monde, mais si pratique de plus en plus, quand tu pratiques avec tel niveau d'intensité, tel niveau de fréquence, avec des programmes qui sont avec une durée supérieure à telle ou telle semaine, ça fabrique des habiletés cognitives, ça développe tes fonctions exécutives. Et là, on pourrait lutter contre ceux qui continuent de nous vendre que la pratique sportive, c'est pas une culture cultivée, qui continuent de nous dire que l'intelligence, c'est quelque chose qui est réservé à une élite.
c'est quelque chose qui s'appuie sur une culture cultivée. On pourrait lutter contre cette version des faits plus facilement. Et que la pratique physique et sportive, ça fabrique de l'agentivité. Ça veut dire que ça fabrique de l'engagement, de la réaction, de l'autonomie chez les pratiquants, mais sous condition. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour résumer, il y a des facteurs dont j'ai parlé, qui fabriquent la contrariété de l'association entre sport et intelligence. Ces facteurs, c'est quoi? C'est une définition restrictive de l'intelligence qui met de côté l'intelligence kinesthésique corporelle, qui met de côté l'intelligence sociale et émotionnelle. C'est pas tellement à l'avantage de l'activité physique de continuer de croire que l'intelligence n'est que cognitive. Donc ça, c'était important de le dire. C'est aussi à cause de la dimension massifiée de la pratique sportive, qui la rapproche d'une culture de masse longtemps critiquée pour son pouvoir affaiblissant de l'agentivité des gens. J'en ai parlé. Troisième raison, c'est aussi à cause du biais d'attention et de l'effet de simple exposition qui sont associés à la surmédiatisation des profits physiques de l'activité physique. Plus vous allez dire que l'activité physique a des bienfaits physiques, moins vous allez parler des bienfaits cognitifs. Et puis la dernière raison qui explique qu'on a du mal à apparier comme ça, activité physique et intelligence d'un point de vue cognitif, c'est que déjà, dans le monde scientifique, des gens qui sont spécialisés sur la démonstration des bienfaits cognitifs, et qui sont souvent des gens qui sont spécialisés sur des méthodes quantitatives, on ne fait pas suffisamment attention à des variables qualitatives. Et là, je termine. C'est bien dommage que les spécialistes de l'usage des méthodes quantitatives ne se tournent pas davantage vers des disciplines scientifiques qui, elles, sont en partie spécialisées sur des techniques qualitatives, comme l'histoire ou la sociologie, pour ne prendre que ces exemples, et qui permettraient d'améliorer les protocoles de recherche pour pouvoir démontrer qu'effectivement, la pratique physique et sportive produit des bienfaits cognitifs. Voilà. On pourrait complexifier tout ça en distinguant activité physique d'activité sportive. C'était déjà pas mal. J'espère que vous avez compris l'essentiel et que quand vous sortirez d'ici, vous vous direz « Bon, qu'est-ce que j'ai entendu finalement ? J'ai entendu quelqu'un me dire pourquoi on n'associe pas l'activité physique à l'intelligence. Traduction concrète, pourquoi on croit peut-être qu'un étudiant de sciences et techniques des activités physiques et sportives est moins intelligent qu'un étudiant de mathématiques, de lettres ou de droit, parce que ça rejaillit là-dessus. Il nous a parlé de ça, essayez de retenir quelques éléments. J'ai donné aussi des références. Je vous ai parlé d'un point de vue critique de la construction de protocoles pour vous montrer que quand on parle et qu'on est scientifique, il faut s'appuyer sur des niveaux de preuve, mais que c'est pas parce que parfois on se protège derrière le vêtement du scientifique qu'on n'est pas dénué de critique, et je pense l'avoir démontré dans la première partie. Voilà, je pense avoir fait le tour. S'il y a des questions. Alors, les questions sont les bienvenues. Nico, si tu veux. Moi, j'en ai envie, Il n'y a rien? Tout a été compris. Oui. Moi, j'ai peut-être une question. Bon, vas-y. Finalement, est-ce que... donc, merci d'abord pour l'intervention, et puis les pistes aussi de réflexion que ça ouvre, c'est pour ça que les questions sont importantes, puisque si vous avez bien compris toutes les difficultés qu'il y a à afficher, à affirmer des choses qu'on pourrait considérer d'une certaine manière comme des vérités scientifiques, mais la vérité scientifique, on pourrait aussi en discuter d'un point de vue épistémologique. Elle tient parfois, pour certains chercheurs, davantage dans la falsification que dans la certification, que dans la vérification. Ce que je sais en science, parfois, n'est qu'une connaissance temporaire, tant qu'on n'a pas démontré le contraire, tant qu'on n'a pas démontré que c'était faux.
quand on a démontré que c'était faux, on peut considérer parfois que, définitivement, au moins, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas, c'est faux et qu'il faut inventer de nouveaux modèles explicatifs. Là, dans ce cas-là, est-ce que ça a finalement du sens de dire, est-ce qu'on peut essayer d'apparier sport et intelligence, compte tenu notamment de ce que tu t'es attaché à démontrer, qu'il n'y a pas une seule forme d'intelligence, et il y a des formes de pratiques sportives. Est-ce que finalement, ça aboutit pas à poser la question de cette façon-là, à une impasse? Et finalement, est-ce que la contribution de la recherche, c'est peut-être pas d'abord d'amener à reposer les questions pour qu'elles soient posées déjà de façon peut-être un peu plus pertinente que ce qui nous conduit à poser des raccourcis peut-être parfois en essayant d'aller trop vite dans les associations ou la déconstruction de ces associations? Oui. Bah, moi, là, c'est parce que Stan m'avait dit, voilà, c'est parce qu'on s'est dit, nous, dans le laboratoire Sherpa, bon, c'est l'intelligence. Pour raconter comment ça se passe, hein. C'est l'intelligence, le thème de la fête de la science. La plupart des gens se sont dit, les chercheurs en STAPS, ils sont pas trop concernés, quoi. C'est plutôt un truc qui concerne d'autres disciplines que les STAPS. Moi, dès que j'ai vu l'intelligence, je me suis dit, on va y aller. Et ce qui est sympa dans le laboratoire, on peut trop faire la pub du laboratoire, mais bon, on appartient au laboratoire, donc c'est un laboratoire STAPS. Donc on en parle, vous en avez un dans votre faculté, c'est une chance. Nous, on s'est dit, on va s'emparer de ce truc-là. Et Stan, il a organisé tout ça, et mes collègues, des doctorants, se sont mobilisés ce matin, ce soir, demain, etc. Et vous venez, c'est super. Et moi, je me suis dit, je vais poser une question un peu générale. D'où cette question générale. Mais Nicolas a raison. Moi, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, il faudrait poser les choses autrement. C'est sûr que sport et intelligence, dit comme ça, à l'issue de ce que j'ai essayé de vous dire, c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et si on tient compte du fait que l'intelligence, c'est pas que des aspects cognitifs, mais c'est tout un ensemble de choses, hein, si je fais référence à Gardner, la question, elle se pose plus. D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue social, il y a un certain nombre de choses. Mais c'est pareil sur la notion de sport en elle-même. Si le sport, ce n'est que la pratique intensive, plusieurs heures par jour, on ne va pas dire la même chose qu'une pratique dans laquelle il y a une dimension sociale qui est très forte, dans laquelle on fabrique une dimension émotionnelle très forte aussi. On ne va pas poser la question dans les mêmes termes, et le contenu de la conférence, il ne serait pas le même. Et c'est ça qui est intéressant quand on déconstruit. Et c'est ça qui est intéressant quand on fait une conférence entre guillemets grand public, mais qui quand même repose sur un savoir, c'est de commencer par déconstruire les choses. Donc oui, il faut le faire. Et c'est d'ailleurs dans une copie, quand un étudiant arrive un petit peu à déconstruire la question qu'on lui pose, la nana ou le mec, ça monte. Hein. Si on se contente, c'est déjà bien, de répondre à la question, c'est déjà bien. Mais si on finit par répondre à la question pour la reposer, alors là, on monte. Hein. Et ça renvoie peut-être aussi aux disciplines. Tu as parlé, notamment dans la première partie de ton intervention, de choses qui faisaient référence à des formes de légitimité culturelle, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait des formes d'expression culturelle qui seraient plus valorisées, plus gratifiées, de plus grande qualité. Ça tient à ce que tu évoquais, hein, la littérature par exemple, par rapport aux cultures sportives. Mais je me demande comment aussi, peut-être c'est quoi pas une attaque, mais comment, selon les disciplines sportives, il y a aussi des formes de légitimité culturelle qui, me semble-t-il peut-être, et en même temps il y a tout un ensemble de travaux, des travaux, pour employer un terme qui lui était cher, princeps, dont parlait notamment Christian Possiello, et cette espèce d'espace des sports et des positions sociales. Peut-être je me gourre, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on a plutôt tendance à associer une forme de manque d'intelligence aux sportifs qui sont ceux des disciplines sportives qui sont les plus marqués comme empruntant, comme recrutant du côté des classes populaires. On parle des footballeurs, on va parler des boxeurs. Il ne me semble pas qu'on a tendance à faire ces raccourcis pour les joueurs de tennis, puisqu'il y en a juste à côté, les golfeurs, les cavaliers, les marins.
Mais peut-être je me gourre, mais je me demande comment ça renvoie pas aussi à des formes de représentation qui relèvent d'une forme de stigmatisation sociale et culturelle. C'est vrai, c'est intéressant ce que dit Nicolas. Bon, vous ne le percevez peut-être pas. Donc il dit finalement que ce qui a été dit à propos de la différence entre les cultures, ou entre les pratiques culturelles, je vais prendre deux exemples, hein, je vais m'appuyer sur ce que j'ai dit. Tu lis, j'ai utilisé Patrick Modiano, c'est parce que je l'aime bien, c'est pour ça que j'ai pensé à ça quand j'ai écrit ce truc-là, mais il y en a plein d'autres, hein. Là j'ai lu du Peter May, c'est des polars, bon bref, vous lisez un truc, chez Gallimard, peu importe. Bah, c'est plus légitime, c'est plus cultivé que le fait d'aller faire 1,5 km dans la piscine, ce que je fais aussi. Vous voyez, je prends un exemple qui me concerne. Ou 2 km, quand je suis pas mal. Toujours à la même vitesse. Ben, il y a une hiérarchie entre les pratiques culturelles. Nico dit, c'est vrai aussi à l'intérieur des cultures sportives elles-mêmes. C'est vrai. On dit souvent que tel sport, on ne dit pas qu'il est plus intelligent, on dit qu'il est plus légitime, il serait plus légitimé qu'un autre sport. Et il a pris de bons exemples. Footballeurs, boxeurs seraient moins légitimés du point de vue des cultures sportives que les joueurs de tennis ou que les athlètes. Du reste, entre eux, enseignants STAPS, parfois on parle de l'attitude des étudiants par groupe de TD. Souvent, il y a des gens qui sortent en disant « Oh, ça a été dur avec le groupe. Ah ouais, merde. » C'est le groupe des footballeurs, non? C'est curieux. C'est curieux. Et pourquoi? À quoi ça tient? Nicolas a raison. Ça tient au recrutement social dans la pratique, peut-être, mais moi je vais m'appuyer sur ce que j'ai dit. Ça tient aussi au caractère massifié de l'activité. Plus l'activité, la pratique culturelle va être massifiée, plus on va lui associer ce qu'on associe aux cultures massifiées. C'est-à-dire, on a le tout venant. C'est moins pensé, c'est moins réfléchi. Sous-entendu, plus une pratique, sans parler du recrutement social des licenciés, serait massive, moins elle serait intéressante, plus elle guiderait, plus elle serait aliénante. C'est vrai pour beaucoup de pratiques que l'on comparerait, et c'est pas vrai du tennis. Le tennis, c'est plus d'1 million de licenciés. Donc ça marche pas. Le foot, c'est plus de 2 millions, même c'est 2,5 millions, je crois, aujourd'hui, grâce à la féminisation de la pratique. Tennis, c'est 1 million. Ça marche pas avec le tennis. C'est une pratique massifiée, et pourtant, on l'associe pas à une culture sportive pas légitime. Là, il a raison, ça vient aussi du recrutement social. Mais ça vient peut-être d'autre chose. Hein. On continue de dire que la gestuelle, elle est plus fine, la motricité, elle est plus fine que celle d'un footballeur. Et là, on pourrait revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure avec Ribéry. Hein. D'un point de vue kinesthésique, moi qui adore Zinedine Zidane ou d'autres joueurs, je me suis jamais dit qu'est-ce qu'il a intelligent. Mais quand on est dans le monde des stats, on se dit, et si on aime bien le foot, ça pourrait être sur d'autres pratiques, hein, on voit quand même, on pense quand même l'habileté, quoi. La manière avec laquelle il se repère dans l'espace, la manière avec laquelle il voit des choses que les autres ne voient pas ou pas vite, pas aussi vite que lui, la manière avec laquelle il fait plusieurs choses en même temps. C'est spectaculaire. Ça. Et d'un point de vue, alors on n'est pas spécialiste de neurosciences, hein, loin s'en faut, mais on peut aussi avoir des références en STAPS. Hein. Votre formation en STAPS, elle est pluridisciplinaire, et c'est aussi probablement une des dimensions qui peut alimenter une forme d'intelligence telle qu'elle a été définie, puisqu'on parle de capacité à mobiliser des ressources variées pour pouvoir s'adapter à un environnement changeant. Quand on est de ce point de vue-là, d'un point de vue d'un traitement cognitif, hein, prise d'information, prise de décision, exécution, adaptation à un environnement changeant, de ce point de vue-là, quand on est footballeur et qu'on est confronté à une très grande incertitude avec un temps extrêmement réduit pour pouvoir traiter cette incertitude et s'y adapter, y compris d'un point de vue cognitif, alors pas au sens de la distinction corps-esprit, mais d'un point de vue plutôt psychologie cognitive, ça nécessite de pouvoir faire preuve d'une très très grande forme d'intelligence. Ouais. Merci. Alors, moi, j'ai juste... déjà, je voudrais remercier William, et je voudrais remercier aussi l'auditoire pour vraiment votre qualité d'attention. En L1, en fait, en TD L1, en premier semestre, premier TD d'histoire, je fais étudier le fameux texte d'Alfred Wahl, Le football, un nouveau territoire de l'historien, vous vous en souvenez, 1990. Et il parle donc du retard des historiens français, et il parle beaucoup du mépris
des sociologues, des universitaires vis-à-vis de cette culture sportive. Et tu nous l'as bien dit, et c'était très intéressant de t'entendre sur cette massification sportive qui commence, qui s'accentue dans les années 30 en France. C'est ce qu'on verra au deuxième semestre. Et on voit qu'à partir du moment où ça se massifie, en fait, ça se dégrade, en fait. Ça perd de sa valeur. Moi, je dis souvent que le retard des historiens français vis-à-vis de cet objet sport, il a été rattrapé. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà, premièrement, si les sociologues se sont vraiment emparés de cet objet sport, mais aussi, peut-être même en dehors des STAPS, en sont fiers? Et quand tu nous as parlé de ce dédain, eh ben moi, j'ai plutôt une tendance à penser qu'il y a certaines élites, tu nous as parlé des élites, et je parle de la jalousie de certaines élites. Et je ne sais pas si tu connais cet auteur, mais peut-être que c'est un classique, je ne sais pas, de Jacques Conen-Hunter, qui travaille sur la sociologie des élites. Et il dit qu'en gros, il y a 4 ou 5 formes d'élites. Les sportifs, ils arrivent en dernier, c'est les élites du spectacle, c'est les élites de la notoriété, et ils viennent concurrencer les élites traditionnelles, la bourgeoisie, les élites du pouvoir, les élites économiques. Et pour ces élites-là, qui perdent de leur statut, qui perdent de leur pouvoir prescripteur, autrement dit, ils perdent leur pouvoir de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est insupportable de voir que des nouveaux modèles, c'est des Michel Platini, c'est des Kylian Mbappé, c'est des Zidane. Et donc cette jalousie de cette élite qui a perdu son statut et son pouvoir médiatique, économique, c'est insupportable en fait pour eux d'être moins reconnus, d'être moins valorisés que ces sportifs comme Ribéry et d'autres, qu'on va accuser des incultes et pourtant qui gagnent des millions d'euros, qui sont suivis par des millions de personnes et qui ont une aura. Et donc justement sur ce retournement des élites, ça contribuerait, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, à cette vision dégradée, en fait cet appariement qui est impossible. En fait. Ouais. Sur le premier point, est-ce que alors j'ai suivi aussi ça chez les historiens, c'est difficile. C'est difficile à dire. Pour tout te dire, moi je ne raisonne pas tellement comme ça en sociologie, qui est notre discipline. Moi je dirais que quel que soit l'objet, en fait, pour moi c'est pas l'objet qui détermine. Moi je hiérarchise pas les objets. Nous qui lisons beaucoup de sociologie, en fait on a appris à séparer le bon grain de l'ivraie. Dans tout objet travailler, il y a des manières de faire qui font que tu vas pouvoir dire d'un sociologue qui est spécialisé dans l'emploi ou je sais pas quoi, que c'est une bonne sociologie, qu'il y a un gros travail d'enquête, qu'il y a de la réflexion, qu'il y a des échanges. Et c'est vrai aussi dans la sociologie du sport. Et donc l'inverse est vrai aussi. Dans la sociologie du sport, il y a aussi une sociologie qui... C'est pour me faire comprendre que je dis ça, qui ne serait pas si satisfaisante, mais comme il y en a aussi dans la sociologie de l'école ou la sociologie du travail. Après, historiquement, selon ce que l'on connaît de l'histoire de la discipline, c'est pas un objet qui est travaillé depuis très très longtemps. Il y a des objets qui sont travaillés depuis beaucoup plus longtemps. Donc après, il y a une accumulation d'acquis, etc., etc. Bon, le deuxième point, tu as raison. Mais moi, je ferai référence pour faire écho à ce que tu dis, à ce que j'avais lu quand j'avais lu un bouquin qui peut-être vous ferait plaisir de le lire, de Karim Souanev sur les journalistes sportifs. Alors j'ai oublié le titre. Je sais plus. Il dit un truc pas mal. Bon, déjà, il fait la distinction entre journaliste de sport et journaliste sportif. Un journaliste de sport, c'est le contraire des gars qu'on voit à l'équipe 21 à 23h. C'est les mecs qui font un travail d'objectivation, enfin, qu'on devrait peut-être même créer un cours, un TD en L1, où on vous ferait lire des articles, parce que je connais plus des articles que des émissions, de journalistes de sport, pour que vous puissiez voir à quel point c'est différent des journalistes sportifs. Moi aussi, des fois, j'aime bien, quand je suis crevé, regarder l'équipe 21. En général, ça me requinque parce que je me dis, putain, il raconte quand même... Ouais, en fait, il raconte ce à quoi il pense, quoi. Il discute au bistrot. Donc il fait la distinction entre les deux. Mais il dit surtout, dans les rédactions des quotidiens ou de la télévision, c'est rigolo comment il y a eu une inversion, non pas de ce qu'il qualifie une élite, mais du prestige associé
à ta spécialité. Auparavant, les journalistes politiques étaient tout en haut, si je puis dire. J'exagère. Et les journalistes de sport, ils étaient tout en bas, dans la hiérarchie. On disait, oh, c'est la 5e roue du carrosse. Je vais vite, mais c'est pour faire écho. C'est les moins malins de la bande, quoi. Et en fait, les choses se sont inversées. Parce que justement, c'est quelque chose qui est très lu, très suivi. Et donc, ça jase dans les rédactions. Et il y a des journalistes qui auparavant occupaient une position envieuse, de journalistes très prestigieux, qui aujourd'hui sont concurrencés par des journalistes de sport ou sportifs, qui sont beaucoup plus exposés médiatiquement qu'eux, et qui gagnent mieux leur vie, qui voyagent plus, etc., etc. C'est vrai. Et ce que tu dis est vrai aussi. Et du reste, on va prendre un exemple. Oui, je crois qu'il est parti à la retraite. Vous n'écoutez pas cette émission ou cette station de radio, et je comprends très bien, je ne le faisais pas quand j'étais étudiant de première année. J'ai oublié le titre aussi, hein, je suis désolé. C'est le samedi, c'est Alain Finkielkraut, qui lui, alors, philosophe, ancien professeur à Polytechnique, avait une version très élitiste de la culture. Pour lui, la culture, c'est une culture cultivée. C'est le livre, c'est le théâtre. C'est pas du tout le sport. Et lui, peut-être qu'il a vécu ce dont tu as parlé, et qui jalouse peut-être cette élite sportive, argentée, financiarisée, hyper médiatisée, qui par ailleurs n'est pas dénuée de culture légitime, dans certains cas. Sportifs qui parlent plusieurs langues, qui communiquent adroitement, etc., etc. Et là, évidemment, ça crée des tensions et comme des asymétries, c'est possible. Et donc, ils vont critiquer la culture de masse pour toujours critiquer le sport. Mais il y a une inversion aussi parce que le spectacle sportif fédère tellement qu'il devient difficile pour un intellectuel de le critiquer et ne pas passer pour un malade mental. C'est dingue à quel point aujourd'hui on voit de moins en moins du Kaya, du Ollier, du Vassor, du Brom sollicités dans les médias pour donner leur point de vue sur le spectacle sportif. Des gens qui critiquent énormément le sport, mais il n'y a même plus la place, quoi. Il n'y a même plus la place. Ollier, hein, c'est un prof de PS qui est un type qui critique énormément le sport et qui apparemment le matérialise dans ses cours d'éducation physique. Il fait faire vraiment tout ce qui est opposé au sport dans les cours d'éducation physique. Parce qu'il dénigre complètement le sport classant, qui hiérarchise, qui met les femmes derrière les hommes. Il est sans concession, c'est un radical. Moi, je dis que quelqu'un qui veut devenir prof de PS, il doit connaître cette lecture critique. Déjà pour mieux défendre sa discipline, mais aussi parce que ça fait partie du patrimoine culturel des STAPS. Et vous verrez, malheureusement, dans les cours, on n'a plus trop le temps, parce que quand on aborde ces questions, les étudiants, ils sont un peu saoulés. Mais bon. En tout cas, un grand merci. Je pense qu'on peut applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup. La fête de la science continue cette semaine et à bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.